Mais c'est vrai, non, habituellement, on pense que l'immobilier, c'est pour les riches, non? Oui, oui. Ceux qui sont déjà accomplis. Oui, oui, beaucoup de gens pensent ça, mais c'est pas vrai. Mais au-delà du mur, c'est plus une question de vision. Oui. C'est plus les gens qui ont eu la vision. Il faut avoir des stratégies. Bon. Ce sont des stratégies que moi je vais apporter aux gens parce que les gens pensent parfois que ça prend beaucoup, mais non. Toi, tu as ta maison, avec cette maison, tu peux faire beaucoup de choses dans le monde. Good. En partant de cette maison, c'est... Nice. Hey, là, tu me fais réfléchir, là. Mon cerveau est en train de compiler. Eh? Bonjour, vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler d'immobilier. L'immobilier, c'est pas qu'une question de mur, c'est pas qu'une question de prix, c'est une question surtout de vision. Aujourd'hui, on va parler avec Christelle, qui est courtière hypothécaire, j'ai failli dire immobilière, mais surtout, elle va nous expliquer d'où elle est partie. Parce qu'on parle d'immobilier, on n'est pas arrivé là comme ça. D'où elle est partie, et puis aujourd'hui, comment est-ce que l'immobilier peut devenir un levier pour un individu, mais surtout aussi pour la communauté, parce que c'est aussi cette force-là, on parle d'être. En tout cas, moi, j'ai hâte de savoir comment est-ce qu'on peut utiliser ce levier-là pour une communauté. Bonjour, Christine. Bonjour, comment vas-tu? Ça va très bien. Excellent. Une fois de plus, tu as fait l'effort de venir à nos studios. Juste que j'étais dehors, j'ai vu la tempête, j'ai dit, est-ce que Christelle va arriver? Ah oui, toujours. Merci, Quand tu donnes ma parole. Merci d'être venu. Avec plaisir. Merci de me recevoir dans ce beau studio, très, très bien aménagé. C'est gentil, merci beaucoup. Alors, on va parler d'immobilier aujourd'hui. Christelle, avant de parler de l'immobilier, tu viens d'où? Ouf, Christelle vient de loin parce qu'on vient de loin. Non, quand je viens d'où, je pense vraiment à tout ton parcours, tu es tombé dans l'immobilier. Absolument, absolument. C'est ça? En fait, je suis au Canada depuis une vingtaine d'années déjà. Oh! Yeah, ça fait un beau parcours. Quand je suis arrivée, j'ai commencé mes études dans l'actuariat. J'ai fait mon bac en actuariat. J'ai étudié là-dedans pendant à peu près 13 ans, on va dire. À un moment donné, j'ai fait... 13 ans d'études en actuariat. Ah non, j'ai travaillé, pardon. Ok, J'ai travaillé d'études, mais globalement 13 ans d'expérience. 13 ans d'expérience. En fait, j'ai étudié pendant 4 ans. Ensuite, j'ai travaillé pendant 13 ans au total. À un moment donné, j'ai arrêté pour retourner aux études, faire mon MBA, où j'ai pris un MBA en gestion des entreprises avec option finance. Et je suis retournée encore travailler dans le domaine de l'actuariat. C'est pendant le parcours en actuariat, quand j'étais encore salariée, que mon mari et moi, on s'est rendu compte que ça prenait autre chose pour pouvoir bâtir un enrichissement durable. On a vu nos parents investir dans l'immobilier en Afrique, alors pour nous, c'était une évidence d'investir à un moment donné ou à un autre. Alors, on a profité du fait qu'on était salariés avec des emplois pour pouvoir se qualifier pour obtenir un bien immobilier. On a commencé par acheter notre maison. On n'a pas commencé comme des investisseurs. On a acheté notre maison résidence principale pour habiter. Et d'ailleurs, petite parenthèse, pour ceux qui peuvent, ne commencez pas par votre maison. Ne commencez pas par votre résidence principale. On en parlera peut-être un peu plus tard. Et après notre maison, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas acheté d'un bon coin et on a fait beaucoup d'erreurs de débutants. On n'a pas été accompagné par un courtier immobilier. On a acheté un peu au-dessus du marché. On n'a pas choisi une bonne localisation et on a revendu la maison pour investir maintenant dans l'immobilier. Enfin, pendant tout ce cheminement, on a pris des formations pour investir dans l'immobilier. Et c'est comme ça que, tout en restant salarié, on a commencé à investir dans l'immobilier. C'est après quelques années que je me suis rendu compte de la puissance derrière l'entrepreneuriat, à force d'écouter d'autres entrepreneurs, des devanciers. Et j'ai fait la bascule du salariat vers l'entrepreneuriat, et plus précisément l'entrepreneuriat dans l'immobilier. Donc non seulement je suis investisseur dans l'immobilier, je suis entrepreneur dans l'immobilier à travers le courtage hypothécaire que je fais au quotidien. Et pour ceux qui se demandent c'est quoi le courtage hypothécaire, en fait, c'est le financement immobilier, tout simplement. Donc au quotidien, j'aide les personnes, que ce soit des particuliers, des entrepreneurs, des entreprises, à obtenir le financement pour leur projet immobilier. D'accord. Alors, Christelle, je t'ai écouté là. Au passage, pour vous qui nous suivez, il faut comprendre qu'on a des personnes de valeur dans la communauté. Christelle est part du Cameroun, si je me trompe. Exact. Elle arrive au Canada, fait ses études. Mais ce que j'ai retenu, c'est que tu avais des parents déjà
qui était dans l'immobilier. Exact. Donc, c'est parce que tu as vu. Est-ce que quand tu es arrivé au Canada, tu avais ça en tête, malgré que tu avais des parents qui étaient dans l'immobilier, ou c'est plus tard, parce que quand on arrive, je ne sais pas à quel âge tu es arrivé, on va chercher à étudier d'abord, on va chercher à, je suppose, mettre du pain sur la table, à moins que les parents finançaient les études. Mais même là encore, on ne va pas dépendre à 100% des parents. À un moment donné, on va avoir une partie d'autonomie. Alors, je vais te poser des questions. Premièrement, tu vas quand même te présenter. Hein? Il y a ce que tu as développé, parce que moi, j'ai hâte, sans protocole ni flafla, je veux savoir l'immobilier, comme ceux qui nous suivent. Mais aujourd'hui, qui tu es devenu? Donc, présente-toi. Et puis, deuxièmement, est-ce que pour l'immobilier, puisque tu partais des parents qui étaient déjà dans l'immobilier, quand tu as pris dans ton avion, tu dis, moi, j'ai vu mes parents, là. Moi, quand je vais aller au Canada, là, ça va être dans l'immobilier que je vais m'en sortir. Je ne sais pas. Moi, I wish, j'aurais aimé avoir cette vision-là parce que, tu sais, l'immobilier, c'est une question de temps. Le plus tôt que tu investis, ça fait 20 ans que je suis là. Si j'avais eu cette vision, j'aurais déjà eu des immeubles complètement payés. Mais non. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis arrivée au Canada à 15 ans. J'ai commencé l'université à 15 ans. Au pays, j'ai eu mon bac très tôt. Et j'ai fini mon université à 19 ans. Donc, à 19 ans, j'étais déjà dans le monde du travail à temps plein. Au Canada? Oui, au Canada. Ah, ça, c'est quelque chose, là. Oui. Et à 19 ans, tu es sur le terrain. Oui, okay. C'est ça qui m'a aussi beaucoup aidé à épargner à beaucoup épargner et à pouvoir me propulser plus tard. Mais non, dans l'avion, je n'avais pas cette vision-là. J'étais encore un bébé, 15 ans. On est encore bébé, il faut se l'avouer. Et quand je suis arrivée, c'était vraiment focus sur les études. Et mes parents ont beaucoup valorisé les études, comme beaucoup de parents africains. C'est ça. Pourtant eux-mêmes, ils n'ont pas, mes parents en particulier, ils n'ont pas fait de grandes études. C'est ça. Mon père, il n'a pas fait de grandes études, mais il a pourtant bien réussi dans la vie, dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Mais il a toujours souhaité que ses enfants fassent ce qu'il n'a pas pu faire. Et donc, il nous a beaucoup poussé dans les études. Et donc, moi, ma perception, ma vision, c'était vraiment réussir mes études. Ce qui est bien aussi, d'ailleurs, parce que beaucoup de gens, parfois, dénigrent parfois l'école, le système scolaire et tout. Le système scolaire a du très bon. Ouais. Notamment développer la discipline et puis la rigueur, parce que c'est aller à un cours matin, midi, soir, c'est une routine qu'on apprend. Une méthodologie, ça apprend une méthodologie, la discipline et tout. Donc, je n'avais pas cette vision-là. Je suis allée à fond dans mes études, j'ai terminé, j'ai commencé à travailler. Après, je suis même retournée aux études pour faire un MBA. Et quand je faisais mon MBA, j'avais de meilleures notes que pendant mon bac. D'ailleurs, le MBA, si vous avez moins de B ou B-, on vous exclut du programme. Donc, c'est pas de l'amusement, là, c'est pas des C ou des D. Donc, je suis retournée aux études et je suis revenue ensuite dans le domaine de l'immobilier. Donc, tu me demandais de me présenter. Aujourd'hui, je suis courtière hypothécaire dans le résidentiel et dans le commercial. Donc, je fais les deux. Le résidentiel, c'est des maisons, condos, duplex, triplex, quadruplex. Lorsqu'on tombe dans le multi-logement, 5 logements et plus, on tombe dans le commercial. Lorsqu'on tombe dans des bâtisses commerciales avec des commerces en grande partie, on tombe dans le commercial. Donc, je suis courtière hypothécaire résidentielle et commerciale. Je suis également, je ne dirais pas coach, mais formatrice en intelligence financière. Donc, j'ai un programme d'accompagnement pour ceux-là qui souhaitent apprendre à mieux gérer leurs finances, à épargner et à pouvoir investir par la suite pour se bâtir justement un patrimoine durable intergénérationnel. J'ai aussi un programme de formation pour apprendre à investir dans l'immobilier, même si je le mets beaucoup moins de l'avant, parce que ces temps-ci, je préfère vraiment accompagner les gens dans leur financement, le courtage hypothécaire, qui est d'ailleurs gratuit au résidentiel. Vous n'avez pas besoin de payer un courtier hypothécaire lorsqu'il vous accompagne au résidentiel. Retenez bien, le résidentiel, c'est 4 logements et moins. Dans le commercial, c'est différent. C'est souvent le client qui va payer le courtier hypothécaire. Donc, je suis courtier hypothécaire, formatrice finance, formatrice ou coach en investissement immobilier. J'ai un programme de formation sur des stratégies de financement créatives. Et je suis autrice, si on veut, d'un livre qui apprend la littératie financière aux enfants. Le livre est déjà publié? Oui, déjà. Je vais le lire. Absolument. Avant, j'ai lu les ouvrages. Oui, je sais que tu as beaucoup d'ouvrages dans la bibliothèque. Là. Oui. Donc, c'est ça. De façon ludique, c'est une bande dessinée, en fait. C'est vraiment pour les plus jeunes, 12 ans et moins. Ouais. Et enfin, je suis marraine d'un programme, ambassadrice d'un programme de parrainage pour une association qui s'appelle Solidarité Enfants d'ici et d'ailleurs, qui aide les personnes, qui aide les enfants
en Haïti, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. D'accord, tu es engagé dans le social. Un peu partout dans le monde. Oui, ça, ce sont des causes qui me tiennent à cœur. Je suis engagée dans le social depuis pratiquement 15 ans. Oh. Oui, avant même d'avoir mes premiers enfants, je parrainais déjà Déjà, enfants. ok. Et pour moi, c'est une façon de redonner. Et le titre, justement, que j'aime le plus, de tout ce que j'ai à dire là, c'est mon titre de mère. De mère et d'épouse. Je suis une heureuse épouse et une maman de 4 magnifiques enfants. Ok. Fille, garçon? 4 garçons. 4 garçons. Et la seule dame du secteur. Je suis là, oui. C'est bien. Alors, revenons dans l'immobilier. Tu viens faire tes études. À quel moment, même si tes parents étaient dans l'immobilier, à quel moment, après faire tes études en actuariat, tu as dit? Exact. À quel moment tu dis, finalement, je vais aller dans l'immobilier? À quel moment ça s'est passé, ça? Bon, je n'ai pas sauté dans l'entrepreneuriat immobilier. J'ai commencé par investir dans l'immobilier. Et à quel moment j'ai commencé par investir dans l'immobilier? C'est qu'on se posait des questions. Tu sais, en actuariat, je travaillais dans les régimes de retraite. D'accord. Et je voyais au quotidien, je calculais même des prestations pour les personnes qui allaient prendre leur retraite plus tard. Et quand je calculais les prestations, je voyais les rentes qu'elles allaient recevoir, les 32 000 par an, les 48 000. 48 000, c'était des bonnes rentes par an. 48 000. 48 000 $ par an. OK, mais par an, pendant combien de temps, par exemple? Moi, je La vie, par exemple. Ah, OK. Oui, parce que souvent, les prestations, les régimes à prestations déterminées sont des prestations viagères. Là. Okay. Donc, souvent, les personnes allaient recevoir 32 000 à la retraite, 24 000 à la retraite, mais 2 000 $, 3 000, ça a l'air beaucoup, mais en même temps... Mais, Christelle, pourquoi on voit l'impact de ça? C'est-à-dire, quand on dit 32 000 par an, il faut ramener ça peut-être à une retombée mensuelle. Mettons 36 000 par an, c'est 3 000 $ par mois. Par mois. OK, par mois, donc, genre 1 500, on fait la moitié aux 2 semaines. 2 semaines, c'est ça. OK. Bon, pour un retraité qui a un style de vie vraiment simple, ça peut suffire. On suppose qu'il y a beaucoup de choses qu'il a déjà bouclées. Exactement. Pas de taux en charge, pas de charge, là. C'est juste, pour lui, là, payer ses factures de base, là. Exact. Okay. Et moi, quand je voyais ça, mes ambitions étaient un peu plus grandes. Parce que je me dis, écoute, je ne vais pas travailler toute ma vie pour avoir 3 000 $ par an. Et aussi, beaucoup de régimes, même parce que là, j'étais dans les régimes à prestations déterminées. Ça veut dire que tes prestations sont pratiquement garanties à vie. Mais plusieurs régimes fermaient pour se convertir dans des régimes à cotisation déterminée. Qui sont beaucoup moins généreux. Et donc, bref, je voyais comment on ne pouvait pas juste compter sur notre retraite. Ouais. Alors, Christelle, si tu peux, mais alors, faut bien comprendre, hein. C'est pour ça qu'il était avant d'embarquer dans... Une fois qu'on a compris, quand on s'engage, on sait pourquoi on s'engage. Et la raison pour laquelle on va être dans l'immobilier, je parle du cas de Christelle, c'est comme, écoute, ma job me permet d'évaluer un peu de retraité. En tout cas, c'est là ma job m'envoie. Mais quand je regarde ce que les gens doivent toucher aux 2 semaines, sachant bien que le niveau de la vie, je suis inquiet pour moi, pour dire, ouais, moi, quand je me projette, avec la cherté de la vie, est-ce que ça peut faire ma job? C'est sûr que ça donne envie. Il faut que ça traîne dans le coco, là, pour se dire, non. Il faut que je commence déjà à travailler sur quelque chose d'avenir parce que c'est ce que je vois, c'est comme ça que je vais finir. Bon, au passage, là, on n'est pas en train de dire que c'est la fin du monde, mais quand on est intelligent ou intelligente, c'est quand même, là, c'est ta job, là. Tu peux au moins te projeter pour voir à quoi je ressemble dans cette cagnotte, là. Et c'est ce qu'elle a fait. Et c'est ça. En fait, je le voyais parce que je le calculais, mais tu sais ce qui me faisait le plus peur? Non. Parce que moi, en étant maman de 4 enfants, ça veut dire 4 maternités. À ce moment-là, c'était 3 maternités. J'avais déjà changé d'emploi plusieurs fois. Ouais. Peut-être, je suis restée quand même longtemps au même emploi, 2 ans, 4 ans. Mais tu sais, quand on est jeune, souvent on change pour avoir de meilleures conditions. Mais je voyais que je ne cumulais pas de régime de retraite. Non, pas suffisamment, en fait. C'est ça. C'était zéro. Ouais. Beaucoup de femmes se retrouvent dans cette situation. Souvent, les hommes sont plutôt stables dans leur carrière. Tu sais, il n'y a pas des coupures de congés, de maternité. Un an sans cotiser en régime de retraite, c'est beaucoup. Ouais, OK. 1 an sans cotiser en régime de retraite, c'est donc, même le 32 000 que tu calcules à 48 Non, moi, j'avais même pas droit à ça. Oublie ça. OK. Si je demande mon relevé de retraite que mon employeur m'envoie chaque année, là, tu vas voir, c'est ridicule. Je peux pas vivre avec ça à la retraite. OK. Donc, moi, avec des coupures de congés de maternité, en ayant changé d'emploi 2-3 fois, je n'avais juste pas de régime de retraite. Il fallait être réaliste. Et donc, on s'est demandé qu'est-ce qui peut bien nous permettre
de vivre à la retraite. Et l'immobilier, c'était une évidence. Okay. On n'avait pas nécessairement besoin de revenus d'immobilier au temps zéro à ce moment-là, mais on se projetait d'ici la retraite 25 ans plus tard, les immeubles allaient être remboursés. Et donc, si tu as 5 000 $ de loyer qui tombe et que tu as peut-être 1 000 $ de charges, ça fait 4 000 dans ta poche. Même si les impôts retirent une partie, ça en fait. Mais en tout cas, tu es dans le circuit, comme j'allais dire. Puis comme l'immobilier, je suppose ça tourne seul. Donc, ça tourne seul. Et ça, c'est avec un immeuble, par exemple. Si tu en as plusieurs, ça peut te faire des rentes de 10 000, 20 000 $. Et pourquoi ne pas? C'est comme ça que nous sommes tombés dans l'investissement immobilier. On a pris des formations, bien entendu. On a pris une formation. Je me souviens, quand j'ai pris cette formation-là, j'étais enceinte de mon troisième. Et j'allais à la formation en plein hiver, comme maintenant. Mais je n'aurais jamais su que quelques années plus tard, on serait détenteur d'un patrimoine de plusieurs millions de $. C'est ça. Et avoir les deux pieds dedans, quoi. Avoir les deux pieds dedans, pouvoir aider d'autres personnes aussi à se bâtir un patrimoine, parce que c'est du concret. Il y a énormément de personnes qui deviennent multimillionnaires grâce à l'immobilier. Ouais. J'ai envie de te poser une question, Christelle. Est-ce que tu te considères riche? Ah oui, oui, absolument. Je suis très riche en plusieurs choses. Oui, définitivement. D'accord, mais pourquoi? Pourquoi je me considère riche? Déjà, si on met de côté l'argent, du côté pécuniaire. Pourquoi tu mets l'argent? Si on met de côté l'aspect pécunier, je suis riche en santé. D'accord. C'est extrêmement. Ma question, mais c'est pas grave, je suis riche en grâce. Ouais. J'ai énormément de grâce. D'accord. Je me considère comme être béni. Je suis riche en famille. D'accord. Je suis très, très bien entourée. J'ai un mari, des enfants. J'ai de la famille. J'ai des parents encore en vie. J'ai des frères et sœurs. J'ai une famille soudée. Et bien sûr, je suis riche en argent. Non, mais c'est important de dire. Comme je l'ai dit, nous sommes propriétaires de plusieurs millions en termes de patrimoine immobilier en actifs. C'est ça. Pas nécessairement en valeur nette. En valeur nette, je ne veux pas m'avancer là-dessus parce que on va éviter les frustrations. Mais en actifs, on a plusieurs millions d'investissements immobiliers. Et ça, même si aujourd'hui, ça ne se matérialise pas en valeur nette, valeur nette, ça veut dire que derrière vos actifs, vous n'avez plus de dettes. Même si aujourd'hui, ça ne représente pas plusieurs millions en valeur nette. C'est ça. D'ici 20 ans, d'ici 30 ans, à la retraite, les hypothèques seront toutes payées. C'est ça. Alors, si tu permets, Christelle, alors j'ai posé la question, moi, c'est à dessein de poser la question à Christelle, est-ce que tu te considères riche? Écoutez, là, moi, je n'entre pas dans les détails, mais on parle de millions, là, déjà. Oui. Si dans ton jargon, ce que je dis, c'est pour les autres, c'est ça, il faut qu'on arrive. Si dans ton jargon, il n'y a pas le million dedans et que tu es en train de faire la prière pour t'en sortir un jour, ben, je me pose la question. Parce que déjà, il faut que tu te débloques, là. Tu comprends? Tu vois? Donc, pour moi, oui, ça me va de dire, oui, j'ai des patrimoines de ça, des millions. Puis on continue de travailler, c'est pas une fin en soi. C'est pour ça qu'on parle de bâtir un patrimoine immobilier, mais c'est surtout un enrichissement durable. Donc, la durabilité, c'est pas un clic, là, c'est pas du jour au lendemain, là, comme genre les recettes de comment devenir riche du jour au lendemain sans avoir, non, ce que Christelle l'a dit. Alors, j'ai vu, puis on n'a pas commencé tout de suite à taper dans le fond, mais on a commencé un peu, on a acheté, on a revendu, et puis c'est tout un processus, en fait. Exact. C'est ça, merci. Notre première maison, on l'a revendue pratiquement à perte. Mais après, on a continué. Donc, oui, absolument. Et il faut, je pense que dans la communauté, on doit être complètement décomplexé des chiffres. C'est ça. Mais, surtout dans l'immobilier, les millions, c'est très vite atteint. J'ai accompagné un couple, en l'espace de 1 an et demi, ils ont développé un patrimoine de 2 millions en actifs immobiliers. Et d'ici quelques années, d'ici peut-être, on va dire, 5 ans, ils auront au moins 1 million en valeur nette. Valeur nette. Absolument. C'est bien. Nous, on est rendu une dizaine de millions en actifs immobiliers. D'ici l'année prochaine, parce qu'on est sur un projet, mais à la fin de l'année prochaine, on sera une dizaine de millions en actifs immobiliers. Est-ce que c'est grand? Même pas. Parce que franchement, si je vous disais les patrimoines qu'ont des personnes ici dehors, vous serez étonnés. Vous vous demandez, est-ce qu'on est sur la même planète, là, dans le même pays, c'est ça? Ah non, les gens sont étonnés. Christelle, j'ai une question. Oui. Excuse-moi. Quelqu'un qui vient d'arriver au Canada, qui est en train de chercher déjà à s'intégrer, à avoir la job. C'est ça, habituellement, quand on arrive au Canada, on se dit, bon, je viens, on est ambitieux là. On se dit, ah ben tiens, je viens, je bosse, j'amasse, et puis bon, on a un plan de retour chez nous, tout et tout. Puis après, on se rend compte que ça fait un bout de temps là. Puis finalement, retourner chez moi, ce n'est plus trop dans le viseur.
Alors, si quelqu'un vient d'arriver aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil déjà pour cette opportunité liée à l'immobilier? Oui. Souvent, on a des ambitions de retourner. La plupart des Africains, moi y compris, on aimerait retourner, même si ce n'est pas définitivement, que ce soit temporairement pendant une certaine période. C'est ça. Mais peu importe que vous vouliez rester au Canada ou que vous vouliez retourner au Canada, bâtissez un patrimoine. Parce que même si vous retournez en Afrique, le fait d'avoir un patrimoine ici, vous pouvez le refinancer à un moment donné, vous pouvez le vendre à la limite et vous construire en Afrique. Quelqu'un qui vient d'arriver, je dirais de chercher les connaissances. Les connaissances sont très accessibles. Chaque année, j'organise au moins 4 webinaires totalement gratuits qui parlent d'immobilier et qui expliquent comment investir dans l'immobilier, comment acheter ce qu'on connaît bien. Je participe à plusieurs webinaires ou conférences où l'information est très, très gratuite, totalement offerte. Il y a 3 choses quand on veut investir dans l'immobilier, 3 choses très importantes. Les revenus, la mise de fonds et les dettes. Je vais inclure la cote de crédit dans les dettes. Les revenus, le plus tôt possible, et un emploi stable. Oui. Peu importe l'emploi, tant qu'il est relativement stable, c'est bon. La mise de fonds, épargner. Parce que souvent, quand on arrive, on veut tout de suite aider la famille en Afrique. Et je le vois, c'est bien d'aider, il faut aider. Mais il faut se laisser toujours un coussin de sécurité ici pour faire les projets. Parce que, comme on le dit dans l'avion, il faut d'abord mettre son masque avant d'aider les autres. C'est vrai. Donc, ne coupez pas, mais sachez garder un certain équilibre. Et la cote de crédit, qui est très méconnue par plusieurs personnes qui sont même ici depuis des années, c'est de savoir comment ça fonctionne. La cote de crédit est extrêmement importante lorsqu'on veut investir au Canada. Heureusement, malheureusement, peu importe. Donc, sachez comment bien conserver votre compte de crédit, conserver une bonne compte de crédit et comment l'améliorer. Je vous donne 2 choses ici. Améliorer votre ratio d'endettement, c'est-à-dire si le ratio d'utilisation plutôt. Si vous avez une carte de 10 000 $, n'utilisez pas 9 500 $ sur la carte. Ça va faire que votre ratio d'endettement, 9 500 sur 10 000, vous êtes à 95%. C'est ça. Gardez un ratio d'endettement idéalement en dessous de 30%. En dessous de 30%. Et si votre carte n'a pas une grosse limite, exemple, vous avez besoin de 3 000, la limite c'est 3 000, demandez une augmentation de limite, au pire. Donc, vous augmentez la limite à 10 000, vous continuez d'utiliser 3 000, ça vous fait un ratio de 30% au lieu de 100%. La deuxième chose, c'est évident, mais n'ayez aucun retard. Aucun. Mettez-vous des rappels, demandez à un mari, à un ami de vous rappeler, mais vraiment, les retards, on évite au maximum. Juste ces 2 choses, déjà, ça peut vraiment aider. Et oui, aussi pour les nouveaux arrivants, les immigrants qui ont souvent peur des dettes, si une banque vous propose du crédit, prenez-le. Prenez-le. Parce que parfois, les gens vont dire « Oh, je ne veux pas avoir beaucoup de cartes. » des cartes, des dettes. Et au moins 2 cartes. Je ne vous dis pas d'accepter plusieurs cartes, 10 peut-être pas, mais au moins 2, 3 pour se bâtir un bon crédit et évoluer avec ça. C'est ça. Good. Alors, est-ce que Christelle, bon, là j'ai compris que par an, tu offres au moins 4 séances de formation gratuites. Est-ce qu'il y a des plateformes où on peut accéder à ça? Absolument. Okay. Si vous tapez mon nom, Christelle Guenaing, G-E-E-N-A-I-N-G, vous allez tomber sur mes plateformes. Vous tapez sur Google, j'ai beaucoup de références. Vous allez tomber sur ma chaîne YouTube. Et dans la chaîne YouTube, en description, il y a toujours un lien pour accéder à notre site Internet ou à une plateforme de formation sur Facebook. Ou trouvez mon numéro de téléphone et appelez-moi tout simplement. Je vais vous envoyer des liens pour que vous puissiez écouter les replays. En plus, il y a des replays qui sont disponibles. Donc, même si vous avez manqué le webinaire, vous pouvez quand même l'écouter en replay. C'est ça. Est-ce que, Christelle, tu as des exemples de personnes que soit tu as déjà accompagnées ou de personnes que tu as conseillées qui se sont impliquées, qui ont investi dans l'immobilier dès le départ, au début de leur arrivée, parce qu'ils ont eu les bonnes informations avec la gestion saine de leurs finances, qui ont réussi à faire leur preuve? Ah oui, je vous parlais de ce couple-là. J'aime beaucoup prendre leur exemple parce que ils ont vraiment posé les bonnes actions au bon moment. C'est ça. Et lorsqu'ils ont commencé à investir, ils n'avaient pas un si gros revenu, ils avaient un revenu moyen. Mais parce que leur mindset était vraiment à la bonne place, aujourd'hui, ils ont de plus gros revenus
Aujourd'hui, ils ont une très belle épargne. Pendant tout le processus où on a acheté les 3 biens immobiliers, ils ne se sont jamais posé la question où est-ce qu'on va prendre la mise de fonds parce que parfois les gens se demandent ah oui, mais j'achète un premier bien, le deuxième, je n'aurai pas d'argent. Tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont épargné pour acheter un deuxième. Parce que parfois les gens vont dire oh, Christelle, est-ce que tu as des stratégies? Mise de fonds, je n'ai pas l'argent. Oui, il y en a. Il y a des stratégies, c'est totalement. Il y a des stratégies très légales, là, ce n'est pas des choses compliquées. Mais il faut avoir le mindset surtout lorsqu'on est en processus de construction, de privation. Les gens n'aiment pas beaucoup ce mot. Les gens n'aiment pas beaucoup ce mot, privation, sacrifice. C'est ça. Mais parfois, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Tu sais, pendant 1 an, ils ont épargné, ils se sont privés. La dernière fois, ils m'appelaient pour dire, Christelle, bon, là, on est rendu où on veut s'acheter une voiture. On veut s'acheter une voiture. C'est bon, alors on a fini avec notre vieille carcasse. C'est ça. Nous, quel sera l'impact sur notre capacité d'emprunt parce qu'ils n'ont pas d'intention d'arrêter. C'est ça. Et tu vois, pendant 2-3 ans, ils sont restés avec leur vieille voiture. Ils se sont privés. Ils auraient pu aller acheter une grosse voiture à 50 000 avec des paiements énormes, mais ils savaient quel serait l'impact négatif. C'est ça. Et le paiement, ils ont épargné cet argent pour acheter un deuxième, un troisième bien. D'accord. Alors, Christelle, si tu permets, on va se prendre un petit 5 minutes de pause. Et au retour, on va parler de ces petites stratégies qui ne sont pas anodines, hein, parce que ça fait toute une grosse différence. Une petite action, la différence est énorme. Et ça va donner cette possibilité-là de mettre les 2 pieds dans l'immobilier. Finalement, c'est quelque chose qui devient accessible en tant que tel. C'est bon? Donc, on se voit tout à l'heure pour continuer avec les techniques qu'on peut développer pour justement croire que c'est possible pour nous et surtout devoir matérialiser ces éléments. Absolument. Merci. Si vous avez une envie, vous avez des rêves, vous avez quelque chose, vous sentez comme une force qui vous pousse, croyez en vos rêves, n'abandonnez pas. Vous sentez qu'il y a quelque chose que vous avez envie d'apporter au monde, vous ne savez pas par où commencer. Tout le monde autour de vous vous dit de ne pas le faire. C'est bien parfois de fermer les oreilles, de ne pas les écouter et de faire confiance à votre instinct. Parce que moi, lorsque j'ai commencé avec Nataka, je n'avais aucune idée qu'aujourd'hui, j'arriverais jusqu'ici. Aujourd'hui, je donne des cours. Les gens m'appellent pour prendre des formations avec moi. Donc, lorsque vous croyez en vos rêves, ça vous pousse à aller jusqu'à vos limites. Ça vous permet de vous transcender, en fait, votre nature et de laisser, comme j'aime souvent l'appeler, un héritage sur cette terre avant que nous puissions vivre comme ça. Voilà, merci pour vous qui nous suivez. On va parler avec Christelle des stratégies. Quelquefois, c'est des petites choses. Hein. Juste par ignorance, comme on dit, on pêche par ignorance. Juste le fait de les savoir, ça nous permet non seulement de poser les bons gestes, les bons actes, pour notre affranchissement. Parce qu'après, ce que ça fait, c'est qu'une fois qu'on est déployé, en fait, on devient inarrêtable, quoi. Et c'est là que parler du million, ça devient comme facile. Alors, Christelle, moi, je besoin juste de 3 stratégies d'abord. Si tu en as plusieurs, c'est bon. Mais 3 stratégies essentielles pour une personne qui vient d'arriver, mais pour une personne qui est là aussi, mais qui est dans le trouble et qui fait les erreurs communes que les immigrants font habituellement. 3 points clés sur lesquels on peut s'appuyer pour commencer à oser, espérer, se lancer dans l'immobilier et faire notre place. Yeah. Alors, c'est drôle parce que je donnais un webinaire sur comment développer une valeur nette de 1 million avec chiffres à l'appui, des exemples très concrets en l'espace de 5 ans. En l'espace de 5 ans. En l'espace de 5 ans. Ou si une personne veut être plus lente, elle peut le prendre 10 ans, mais c'est très possible. Au Canada, on a tellement d'opportunités. Et saisissez les opportunités avant que les règles ne changent, parce que ce dont on s'est rendu compte au commercial, dans les multi-logements, je vais vous expliquer, hein, les règles changent un peu trop souvent, un peu trop à notre goût. Pour commencer, la première stratégie que je vous donnerai, c'est de commencer tout de suite déjà, ne arrêtez d'attendre, vous faire évaluer pour déterminer quelle est votre capacité d'emprunt et commencer par un immeuble à revenu. Un duplex
pour un triplex, quadruplex. Je vais vous expliquer la différence. Un duplex, c'est un immeuble de 2 appartements. La mise de fonds requise, c'est 5%. Un triplex ou un quadruplex, c'est 3 ou 4 logements et la mise de fonds, c'est 10%. Pourquoi je garde quand même le duplex en vue? Parce que parfois, les gens n'ont pas 10% de mise de fonds. Un duplex, on peut encore en trouver dans les 500 000, 600 000, dépendamment de où vous habitez, où vous cherchez. 500 000, 600 000, 700 000. 5% de 500 000, c'est 25 000. Ça se fait bien, 25 000. Ça se fait bien, ça se fait bien. Et en plus, il y a des prêts réels. Si jamais vous n'avez pas nécessairement la mise de fonds, il y a des prêts réels qui existent. Vous prêtez l'argent, oui, vous allez rembourser après sur un certain temps. Il y a des taux d'intérêt qui viennent avec, mais c'est possible. Et en plus de la mise de fonds, vous pouvez avoir en arrière, après le financement, une remise en argent. La remise en argent, c'est l'argent que la banque vous redonne après votre transaction. On s'entend que la banque ne va pas vous donner de l'argent gratuitement. Hein. Okay. Quelle est la contrepartie? La contrepartie, c'est le taux d'intérêt. Elle vous charge un taux d'intérêt plus élevé pour vous donner de l'argent. Okay. Et il y a quand même quelques contraintes à la remise en argent. Un taux d'intérêt plus élevé sur le bien qu'on a acquis? Oui, sur le prêt. Et si elle allait vous donner un prêt à un taux de 4%, votre taux sera de 5%. En retour, elle vous donne, mettons, 3%, 4% ou 5% du montant de votre financement. Okay. Donc, souvent, sur un bien où vous avez mis 5%, vous avez carrément le retour de toute votre mise de fonds. Mais avec... Donc, dans le fond, vous faites jouer des cartes sans que ce ne soit votre argent, en réalité. Exact. OK. Mais en contrepartie, il y a un taux d'intérêt un peu plus élevé. Il faut prier que ça marche tout le temps. Là. En fait, c'est simple, ça marche si les chiffres fonctionnent. Donc, c'est pour ça que je vous dis, contactez un banquier, votre courtier hypothécaire, contactez-moi et on évalue quelle est votre capacité d'emprunt avec ou sans remise en argent. Parce que si vous avez de l'épargne, vous n'avez même pas besoin nécessairement d'aller chercher des prêts réels ou d'autres mises de fonds ou vous n'avez pas besoin d'avoir une remise en argent. Il y a des gens qui aiment avoir un très très bas taux d'intérêt, donc peut-être la remise en argent, c'est pas pour eux. Donc, commencez par un immeuble à revenu. Ne commencez pas par une maison. Ne faites pas la même erreur qu'on a fait au début. Commencez par un immeuble à revenu tout de suite. Et si vous avez commencé par une maison, ce n'est pas la fin du monde. Parce que votre maison, c'est un atout incroyable pour pouvoir avancer. Souvent, surtout depuis le Covid, les biens prennent tellement de valeur. Il y a des immeubles où les biens prennent 5%, 10%. C'est pas surévalué? Ben, le marché est comme ça. C'est la loi du marché. Si le marché dicte du 10% de prise de valeur, alors non, ce n'est pas surévalué. On n'est pas encore dans un marché comme celui de Toronto où parfois c'est vraiment de la spéculation, où tu peux acheter sur papier. J'ai des clients qui ont fait ça, qui ont acheté sur papier des biens de 1 million, 1,2 million. Et lorsque la construction termine, 12 mois plus tard, 9 mois plus tard, le bien est évalué par un évaluateur agréé à 1,1 million ou même à 1 million. Tu as acheté 200 000 de plus. Et le constructeur ne va pas te faire une baisse de prix, hein, non. Okay. Le contrat, c'est le contrat. On n'est pas encore rendu là. Peut-être qu'on va se rendre là, mais on n'est pas encore rendu là. Ici, les biens suivent encore, les prix d'achat suivent encore les vraies valeurs de marché. Donc, si votre maison a pris de la valeur, il y a de l'équité dans la maison. L'équité, c'est quoi? C'est la différence entre la valeur de votre maison et l'hypothèque qui reste. Exemple, vous avez acheté votre maison à 500 000. Demain, elle vaut 700 000. Et demain, enfin quand je dis demain, c'est peut-être dans 5 ans, elle vaut 700 000 et il vous reste à peine 400 000 d'hypothèque. Donc, il y a 300 000 d'équité dans la maison. Mais vous ne pouvez pas sortir le 300 000 parce que la banque vous limite. Vous pouvez sortir 80% de 700 000 moins le 400 000. On ne va pas faire les calculs, mais bon, ça c'est moins que 300 000. Mais vous pouvez sortir au moins un 100 000, peut-être un 150 000 de votre maison pour aller investir, pour acheter autre chose. Et j'ai énormément de clients en ce moment qui refinancent leur maison pour aller acheter des biens, des immeubles à revenus. Donc, c'est la première chose. Si vous pouvez, si vous n'avez pas encore acheté, commencez par un immeuble à revenus. Si vous avez déjà acheté, faites évaluer votre maison. Posez-vous la question de savoir, bon, si demain je devais la revendre, à combien je pourrais la revendre? Faites 80% de cette valeur, moins l'hypothèque qui reste. Si il reste quelque chose là, un montant positif, alors appelez le banquier, appelez le courtier hypothécaire pour savoir qu'est-ce que vous pouvez faire, quelle est votre capacité d'achat pour un deuxième bien.
Ça, c'est la première chose, ou on va dire une petite stratégie. Une autre chose que plusieurs personnes ignorent, surtout les premiers acheteurs, ceux qui ne sont pas encore vraiment dans l'immobilier, c'est la puissance cachée derrière des immeubles à revenus de type multi-logement. Multi-logement, on parle de combien? 5 logements et plus. 5 logements et plus. Donc, dans un immeuble, vous avez 5 appartements et plus. Pourquoi je parle de ça? Parce que la façon d'évaluer le bien n'est pas du tout la même façon que dans du 4 logements et moins. Si on parle d'évaluation agréée, parce que c'est l'évaluation agréée qui détermine vraiment plein de choses, de financement et tout, l'évaluation agréée d'un immeuble de 5 logements et plus peut être basée sur la valeur économique. Donc, les revenus, les dépenses, qu'est-ce que ça donne comme valeur économique? Bien sûr, on va aussi regarder les comparables du marché, est-ce que ça fait du sens par rapport à la valeur économique? On va regarder le coût de construction. L'évaluateur va regarder toutes ces 3 composantes-là. Alors que, généralement, dans des 4 logements et moins du, entre guillemets, résidentiel, on regarde 2 valeurs. On regarde les comparables et on va regarder le coût de construction. Donc, si vous avez compris, dans les 5 logements et plus, les multi-logements, il y a la possibilité d'utiliser les revenus et les dépenses de l'immeuble pour faire évaluer votre bien. Okay. Ce qui veut dire que vous pouvez très bien manipuler la valeur agréée. Si vous augmentez vos revenus et vous réduisez vos dépenses, vous pouvez augmenter de beaucoup la valeur de votre bien. En fait, ça m'a amené à la question qui me trottinait, là, qui me passait par la tête. C'est dit, mais finalement, l'immobilier, mais et les réparations, les choses comme ça, est-ce que ça, il n'y a pas eu des cas où les gens ont acheté des immeubles, ou ont acheté des biens immobiliers dans le but de faire des revenus avec, puis à la fin, ils sont mal pris avec des réparations finalement qui ont été extrêmes? Oui, on va revenir sur les multi-logements, mais dans l'immobilier, il y a des risques, comme dans toutes sortes de business. Le tout, c'est de bien acheter dès le départ et donc de faire une très très bonne inspection. Ne lésignez pas sur l'inspection. Ne fermez pas aussi les yeux sur les recommandations de l'inspecteur. Il y a parfois des personnes qui vont voir, j'ai appris une personne récemment, un client, et la maison, même moi quand je regardais des photos, je regardais la déclaration du vendeur, qui est le document sur lequel le vendeur déclare tout ce qui ne va pas ou qui va bien dans la maison. Quand je regardais, même s'il peut en cacher? Oui, bien sûr, c'est vraiment selon la déclaration du vendeur, selon sa propre parole et tout. Et tout de suite, il ressortait plein de choses. La fissure et la toiture, les fissures et la toiture totalement récente. Et lorsque je parlais au client, il voulait tellement, c'est un premier investisseur. C'est ça, donc il a la niaque. Il voulait tellement, il a la niaque, il est comme Christian, on doit acheter 3 biens. J'ai pas le temps de regarder ces choses-là. Go. J'ai dit, déjà on a envoyé chez une première banque, je le savais. Ils ont refusé à cause de l'état de la propriété, pas du client. Le client, tout passait, mais à un moment donné, ils ont dit, Christelle, envoie-moi le rapport d'inspection. Je savais qu'ils allaient poser la question. Et on envoie le rapport d'inspection et ils me disent, oublie, je veux même pas continuer, c'est bon, on se retire. Et on envoie un deuxième prêteur que je savais et pouvait être à l'aise avec l'état de la propriété et qui nous a presque demandé le rapport d'inspection, mais tu sais, j'ai contrecarré. Je lui ai dit, non, le client on va te revenir avec un devis de mise en état, un devis de travaux. Et donc tout de suite là, le client qui s'obstinait à me dire, Christelle, je lui disais, ça faisait presque une semaine que je lui disais, va chercher un devis pour les travaux. Il y a beaucoup de travaux dans cette maison. Aucune banque ne va t'accepter. D'évaluer à juste titre pour pas que l'investissement soit... Mais il se fermait les yeux, il se voilait là, il voulait juste acheter. Et là, la première banque ayant refusé, check ça. L'autre banque va te demander la même chose, donc va chercher le devis. Et il a traîné un peu des pas jusqu'à ce que l'autre banque demande. Là, il était, ok, c'est bon, je vais chercher le devis. Et il allait prendre un devis, on a présenté ça au prêteur, le prêteur a accepté. Parce que je connaissais aussi très bien le prêteur. Je suis curieux de savoir le devis à combien, par exemple? Oh! Fais juste un ratio, là, tu sais. Non, on parlait de 30 000, 40 000. Oui, mais c'est quand même beaucoup d'argent qu'il n'avait pas dans sa poche pour faire les réparations. Et là, il avait de quoi acheter la première propriété, mais pas un extra pour faire des réparations. Et c'est là où le rôle, parfois, c'est très important d'avoir un conseiller. Pas juste quelqu'un qui va te signer, te donner ton hypothèque ou te vendre un produit. Parce que je voyais clairement qu'il allait avoir besoin de faire une toiture qui coule là. Tu vois comment ça coule. Tu ne vas pas attendre 5 ans pour la réparer. Tu dois la réparer tout de suite. Et je voyais ses finances. Il n'avait pas l'argent pour réparer une toiture.
Donc, j'ai presque tordu le bras pour qu'on prenne un prêt réno. Et aujourd'hui, il a eu son financement, il passe chez le notaire et il va faire ses travaux. Il ne va pas nécessairement tout refaire, l'immeuble, mais il va faire... Mais au moins, il va préserver le bien et planifier les réparations. Et donc, d'où ta question, ceux qui se retrouvent souvent dans des après avoir acheté, parfois ils ont eu des signaux, il y avait des choses que l'inspecteur a dit fais attention, ils n'ont pas fait. Ou même j'ai des gens qui parfois ils passent l'étape de l'inspection. C'est comme un mariage, ils ne font pas inspecter l'immeuble. Et là tu les regardes, tu te demandes où est l'inspection. Ils disent oh regarde, j'ai voulu gagner l'offre d'achat parce que tu sais, parfois il y a les compétitions. Et ils veulent être les premiers et ils enlèvent des conditions. L'inspection, si vous enlevez la condition de l'inspection, vous-même, vous n'êtes pas protégé. Et si demain, vous découvrez des vices cachés... C'est plus le vendeur. C'est ça, vous découvrez un vice caché qu'une inspection n'aurait pas pu révéler de toute façon. Ça sera difficile d'avoir raison devant un juge parce que le juge va dire, mais tu n'as même pas fait d'inspection. Même si l'inspection n'aurait pas pu relever le vice caché, parce que lors d'une inspection, ils ne vont pas déplacer tous les murs, ils ne vont pas ouvrir ça pour regarder qu'est-ce qui se cache en arrière. Donc, souvent, les inspections ne révèlent pas tout. Mais si tu n'en fais pas, tu n'as même plus d'excuses pour te plaindre. C'est ça, c'est donc, faites au moins une inspection. Ou alors, parfois, ça arrive aussi des cas où une inspection s'est faite tout récemment, donc ils utilisent le rapport d'inspection de l'ancien potentiel acheteur. Ça, c'est correct aussi, mais faites-vous accompagner. L'inspecteur en bâtiment est là, le courtier immobilier est là. Franchement, j'apprécie beaucoup de travailler avec mes collègues, mais un courtier immobilier qui vous dit pas besoin d'inspection, fuyez-le. Complètement. Fuyez-le. Parce qu'il veut simplifier l'équation, mais après, ça peut coûter. Il veut juste conclure sa transaction, il ne pense pas à vous. Voilà. Est-ce qu'on peut résumer ça? Moi, je vais essayer avec ce que j'ai retenu, essayer de résumer ça. Premièrement, ce qu'il faut retenir, il faut évaluer sa capacité financière d'abord, pour savoir où on en est. Parce que le rêve prend naissance dès l'instant où je connais mes points forts, mes points faibles, et dès l'instant où j'ai les éléments pour travailler dessus, pour améliorer. Je fais mon évaluation aujourd'hui, ça me donne le temps de mettre en place une stratégie pour être, comment on appelle ça, pour être prêt, peut-être dans 6 mois, dans 1 an, pourquoi pas. Mais c'est à dessein, c'est pour ça qu'on dit que l'immobilier, là, ou l'enrichissement durable, c'est d'abord une question de vision. Ici, l'immobilier, c'est le moyen, et c'est le moyen qui est accessible dans l'environnement dans lequel on est. Mais c'est d'abord parce que j'ai un plan pour moi, c'est parce que je me vois à ma retraite, c'est parce que j'ai des possibilités, c'est parce que j'ai un revenu que, au lieu de, tu sais, sans plan, là, c'est difficile. On est des humains, j'ai pas de plan. Évidemment, je peux me livrer à tout, mais quand j'ai un plan, une fois que j'insère ce plan dans ma vie, oui, je finis par faire de la place, et ce plan et moi, on fait partie prenante. Mais c'est clair qu'au bout du compte, 2 ans, 3 ans, 5 ans, Christelle a dit entre 5 et 10 ans, mais oui, ça va se matérialiser en fait. Ah, justement, ce qu'on veut, on veut devenir riche, mais on n'est pas prêt à faire les efforts qu'il faut dans les domaines qui s'offrent à nous. L'immobilier, si tu veux y aller, tu t'évalues, c'est pas en 2 jours. Mais c'est sûr qu'au bout du compte, dans 5 ans, tu vas être bien, tu sais. Exact. Ok? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, si on veut acheter. Il y a des personnes qui font des préqualifications et qui achètent seulement 1 an, 2 ans plus tard. Quand on a préqualifié là aujourd'hui. C'est ça. Parce que je suis capable de leur donner des conseils, qu'est-ce qu'il faut améliorer pour pouvoir acheter. C'est ça. Et même, il s'agit même d'avoir une bonne flexibilité. Par exemple, le gars, il doit boucler des comptes qui sont mal, tout et tout. Non seulement il le fait, mais finalement, on finit par développer des habitudes qui font que finalement, le gars, il est encore plus motivé et finalement, il arrive à faire de meilleures marges pour aller même... L'ambition monte, là, tu sais. Yeah. Au départ, je me dis, c'est pas possible. Après, c'est comme je commence à rêver, là, je commence à changer mon langage. Et ça, c'est parce qu'il faut voir, il faut entendre. C'est pour ça que Christelle, elle donne des formations. Ça permet de savoir que ce rêve-là, il est possible pour moi, que je peux parler en millions. C'est pas la fin du monde, là. Tu sais. Déjà ça. Deuxièmement, si on veut acheter, on recommande de commencer par acheter d'abord un bien qui peut nous rapporter. Et non pas acheter d'abord sa première maison. Si on l'a acheté, gars, c'est pas la fin du monde. On va les jouer sur l'équité. On peut voir qu'est-ce qu'on fait de la maison. C'est ça. Et c'était quoi le troisième point?
Oh, le troisième point, c'est les multilogements. Voilà, qu'il est préférable des multilogements, c'est-à-dire au moins 5, c'est ça? À un moment donné, dans votre parcours, ça ne sera peut-être pas le premier bien, peut-être pas le deuxième, peut-être même pas le troisième, mais à un moment donné, il faut aller vers du plus gros. Ça devient un objectif, là, une cible à atteindre. Exactement, parce que souvent, lorsque vous avez acheté 1, 2, 3 au résidentiel ou 4, votre capacité peut être maximisée. Votre ratio d'endettement, votre capacité d'emprunt commence à être limitée. Donc, à un moment donné, il faut passer vers le multilogement. Et ce que je t'expliquais, c'est que dans le multilogement, en jouant avec les revenus et les dépenses, il y a moyen d'aller booster la valeur du bien immobilier et ainsi de s'enrichir plus rapidement, de refinancer, même reprendre l'argent et aller acheter autre chose. Et le multilogement a cette particularité qu'on n'a pas besoin de considérer vos revenus pour déterminer votre capacité d'emprunt. Donc, on est dans les... on est dans le multilogement, là. Oui, Okay. Vos revenus ne déterminent plus votre capacité d'emprunt. Si vous gagnez 100 000 ou 200 000 ou 50 000, ça n'a plus vraiment de l'importance à ce moment-là. C'est pour ça qu'il est le plus important, c'est de commencer déjà. Parce Exact. qu'une fois qu'on arrive là-bas, il n'y a plus de frein, là. Ça va être notre capacité à oser ou à rêver. Ça sera la mise de fonds qui sera déterminante dans ce cas-là. Et même là, dans le multilogement, si vous avez la chance d'être dans un secteur où on vend encore des multilogements neufs ou nouvellement construits, moins de 5 ans, parfois il y a des normes qui peuvent faire en sorte que vous bénéficiez d'une petite mise de fonds. Les gens pensent que quand on tombe dans le 5 logements et plus, ça prend 20-25% de mise de fonds. Ce n'est pas vrai. Dans le récent, on peut se retrouver avec des mises de fonds de 10%, même de 6, 5%, 7%. Donc, c'est vraiment plus accessible que vous ne le croyez. Vraiment, connectez-vous avec des gens qui investissent déjà. Ça, c'est un autre conseil que je pourrais donner. Avant de tomber là, j'aimerais faire aussi une petite précision. Lorsque vous investissez dans les multilogements, vous achetez votre triplex, votre duplex, votre quadruplex, essayez, même si au départ, les biens ne sont pas rentables, même si ça ne dégage pas de cash flow positif, parce qu'on sait que de plus en plus c'est difficile, essayez d'optimiser, d'augmenter les loyers, d'augmenter les revenus, trouver une façon de pouvoir rendre ces biens-là rentables, parce que quand c'est rentable, ça vous libère de l'espace dans votre capacité d'emprunt, ça vous permet d'aller acheter autre chose. Quand ce n'est pas rentable, non seulement, bon, pour vous financièrement, ça peut commencer à devenir un trou, parce que s'il faut compenser $100 par logement fois 10 logements, ça fait quand même $1000 à la fin du mois que vous devez sortir de votre poche. $100, $200 pour 2 appartements, c'est correct, mais $1000, $2000 qu'il faut sortir parce qu'aucun de vos immeubles n'est rentable, ça commence à devenir compliqué là. Donc, cela étant dit, l'autre chose que je voulais dire, c'est côtoyer les personnes qui investissent déjà. Parce que ces personnes-là n'ont aucun mal à vous expliquer comment elles ont fait. Moi, j'ai une mentor qui investit énormément dans l'immobilier et moi, je ne lui pose même pas de questions. Moi, j'aime juste l'entendre parler. Parce que qu'elle parle, j'apprends toujours quelque chose. J'apprends toujours une stratégie, comment elle a fait, comment elle a parlé avec le vendeur, comment elle a négocié, comment elle gère ses partenariats. Je n'ai même pas besoin de lui, j'aime juste l'écouter parler. Parce que c'est un apprentissage, une masterclass à chaque fois. Donc, côtoyer des gens qui sont dans l'immobilier, qui investissent, et côtoyer dans le sens où vous ne prenez pas de leur temps, parce que souvent ils n'ont pas le temps là, de leur temps pour demander des coachings gratuits, des conseils gratuits. Non, c'est en les servant, à force d'être à côté d'eux, vous allez les entendre parler, ils vont vous parler, donc vous allez apprendre. Good. Alors, pardon, Christelle, au passage, notre temps vers sa fin, donc on va te lever la dernière partie. Je vais maintenant m'intéresser à la communauté. On comprend que l'immobilier, on ne va pas commencer par l'immobilier. Bon, avec la vie, il faut avoir des revenus, il faut penser à sa retraite, il faut penser à beaucoup de choses. Puis là, on parle de notre retraite, mais il y a nos enfants. Parce que c'est ce qu'ils vont voir qui va les inspirer pour l'avenir également. Dans un environnement où c'est accessible, on ne va pas se retrouver derrière. Donc, c'est des possibilités. D'accord? Alors, je pense à la communauté. D'après toi, comment est-ce que la communauté peut utiliser ce levier-là pour changer certains paradigmes? C'est-à-dire l'image qu'on peut avoir, je ne veux pas dire des Noirs, mais de la communauté afro. Et surtout, de prendre aussi notre place en nous exprimant dans ces environnements-là. Oui. D'après toi, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qui est bien, c'est qu'on voit de plus en plus des gens de la communauté qui sont avancés, qui s'ouvrent par rapport à leur expérience.
Parce qu'avant, c'était des personnes qui se cachaient, qui ne parlaient pas de leur patrimoine, qui ne disaient pas j'ai 20 millions, j'ai 30 millions, j'ai 50 millions de patrimoine. On ne savait pas qui étaient ces personnes. Maintenant, de plus en plus, les gens sont ouverts parce qu'ils comprennent que personne ne va aller voler le patrimoine, la personne ne va leur faire du mal en tant que tel, ici au Canada. Donc, et ces personnes partagent leurs connaissances à travers, une fois de plus, des webinaires, des conférences. Parfois, c'est payant, mais franchement, une conférence de $100 pour aller connecter avec des personnes, ce n'est pas cher payé. Ce n'est vraiment pas cher payé. Parfois, les gens partagent. Et nous, comme communauté, on s'éduque de plus en plus. 100% de ma, je dirais pas 100%, mais 95% de ma clientèle, c'est la communauté. 95%. C'est ça. Parce que, bon, voilà, peut-être ce que je côtoie, les références de références. Et une chose que la communauté doit apprendre à faire, c'est investir ensemble. Parce que, peut-être ça vient de nos paradigmes culturels, on a souvent peur de se mettre avec l'autre personne. Où chacun s'est débrouillé pour arriver. Hein? Oui, exactement. Et pourtant, les autres communautés, là, elles se mettent ensemble. Quand vous les voyez acheter des bâtiments, un bâtiment de 10 millions, si on te dit que la mise de fonds, c'est, je dis n'importe quoi, $500 000, parfois, une personne aura du mal à trouver $500 000 ou aura du mal à trouver 1 million pour acheter un bâtiment de 10 millions. Les autres communautés, comment elles font? Elles lèvent des fonds. Et souvent, les gens ne savent juste pas comment lever des fonds dans la communauté, d'où l'importance de se former. Pour lever des fonds dans l'immobilier, il faut faire très attention. On ne va pas voir une personne lui dire, voilà, j'ai un projet, je te promets 10% de rendement. Ça, c'est la levée illégale des fonds. Il faut faire attention. Il y a l'autorité des marchés financiers qui réglemente tout ça. Il faut savoir avec quel genre d'investisseurs on peut aller parler comme ça. Ce sont des investisseurs aguerris, expérimentés. Il y a un terme pour ça, j'oublie. Donc, et où est-ce que tu vas rencontrer ces investisseurs-là? Ce n'est pas chez ton voisin qui n'a jamais investi que tu vas prendre ces $20 000 qu'il a placés pour sa retraite pour aller investir. Ça va mal, il va te fatiguer finir. À chaque jour, ça va mal finir. Ce n'est pas avec ton meilleur ami d'enfance que tu vas investir. Ça va finir par abuser l'amitié. Là. Même pas non, avec ta conjointe. C'est des choses qu'on voit. Ça brise. Donc, avec qui tu investis? Des investisseurs aguerris qui s'y connaissent. Des personnes qui ont de l'argent à placer. Il y en a beaucoup comme ça. Je connais un courtier immobilier, lui, de sa clientèle, c'est juste des médecins. Des personnes qui ont énormément d'argent. Dès qu'ils les appellent, j'ai tel projet de 5 millions, de 10 millions, de 20 millions. Les gars, ils te sortent les mises de fonds. Mais tu vois, le gars te sort une mise de fonds de 1 million, de 700 000. Tu te demandes, waouh, il y a vraiment... Et lui, il veut des projets clés en main. Ce n'est pas des projets, il va aller se casser la tête, comment rénover. Il ne veut pas ça. Ces genres d'investisseurs, des avocats, des médecins, ils veulent des projets. Tu gères le projet, tu viens juste lui donner le compte rendu. C'est tout. Alors, si toi, tu es cette personne-là qui peut gérer ce genre de projet, si tu sais comment approcher ce genre de personnes, si tu t'es déjà fait les dents, parce que tu ne vas pas les approcher avec ton premier projet quand même. Ça, c'est clair. Si tu t'es fait un peu la main, si tu vas te former, parce qu'il faut se former, tu travailles avec les bons professionnels que tu vas payer, les avocats spécialisés en droit de l'immobilier, ils te structurent des partenariats comme il faut, ils te structurent des contrats comme il faut. Oui, tu vas payer $5 000 à un avocat pour te structurer un contrat, mais c'est ça qui va te permettre d'aller lever des fonds de la bonne façon. Tu peux te rendre très loin dans l'immobilier. Il faut juste payer le prix de la connaissance. C'est ça. Et surtout, si tu permets, je vais compléter, comme c'est dans la durée, alors il faut bien faire. Si les bases sont assises, une fois qu'on a décollé, le problème est réglé. Là, tout c'est ça. J'ai vu trop de projets dans la communauté qui voulaient décoller, mais parce que les gens ne veulent pas payer le prix. Une fois de plus, payer le prix, c'est payer le prix de la connaissance, payer le prix des professionnels, parce qu'à un moment donné, ça va te prendre un avocat, un fiscaliste, un bon... Mais c'est ça qui donne la valeur à... Ça dit, l'espoir là, de l'enrichissement enraciné et durable, mais c'est parce que le socle, il est là. C'est pour ça qu'on dit, c'est pas juste l'argent le problème. C'est pas l'argent. C'est toute la vision qu'il y a autour. Tu sais, c'est comme moi, on voit sur les réseaux, quelqu'un qui parle de non, on va laisser une entreprise à nos enfants, on va laisser... C'est basé sur quoi, là? C'est quoi le concret qu'il y a derrière? C'est quoi le socle? Là, on est en train de parler de socle, donc oui. Tu sais. Il y a des communautés qui s'organisent de plus en plus. J'en connais qui construisent des centres communautaires pour leur communauté. J'ai eu vent d'un groupe de femmes qui se réunissent pour lancer une sorte de village communautaire où elles ont construit des chalets. Je trouve ce genre de projet magnifique, innovant,
Il y en a, la communauté se réveille. Se réveille, Et ok. c'est ce qui est bien parce qu'on est une communauté qui est résiliente. On est une communauté qui se bat. Généralement, quand on vit au Canada, ce n'est pas pour vivre sur les aides sociales. Ah ben, regarde, C'est moi rare. je pense que tu n'as même pas le choix à un moment donné. C'est rare de voir un Africain qui vit sur le PS pendant longtemps. Ça peut arriver, mais c'est rare. Donc, Ouais. on est des travailleurs. Malheureusement, parfois, on travaille le pain de la douleur. C'est-à-dire, on travaille sans stratégie en arrière. Alors qu'avec la bonne stratégie, en canalisant nos ressources comme il faut, en se connaissant et en connaissant ses points forts, ses points faibles, c'est pas tout le monde qui sera un investisseur actif. Il y en a qui sont juste passifs. C'est clair. C'est pas tout le monde qui peut être entrepreneur. Il y en a qui seront carriéristes. C'est pas tout le monde qui peut être investisseur. Donc, en connaissant nos points forts, nos points faibles, on saura mieux comment travailler avec l'autre personne. C'est ça. C'est ça. Good. Ben, merci, au moins il y a de l'espoir, hein. C'est ça le but. Et j'aime bien le côté partage, parce que quelquefois, on a tellement à un moment donné cru que c'était inaccessible qu'on n'ose même pas au moment c'est gratuit. On se pose la question, c'est quoi le piège? Plutôt que de voir l'opportunité, on pense à quel est le piège qu'on ne me dit pas. C'est ça. C'est Et bien. moi aussi, j'avais beaucoup ce mindset-là avant. Hein. Quand je voyais une opportunité, automatiquement, comme réflexe, je demandais à mon courtier pourquoi personne n'a encore pris ce bien. C'est bien, c'est un bon point. Mais le premier point, le premier réflexe, ça doit être ok, c'est quoi l'opportunité? C'est quoi l'opportunité, exact. En voyant l'opportunité, les freins, enfin, en voyant l'opportunité, les aspects moins intéressants ne vont pas venir nous bloquer. Alors que quand tu demandes juste c'est quoi le piège en arrière, Tu manques l'opportunité tu manques l'opportunité, derrière. Hein. tu ne prends même pas le temps de vérifier l'opportunité. Il faut regarder, il faut changer son mindset. Bravo. Travailler avec les bons professionnels, ça va beaucoup aider. Good. Christelle, si tu avais 2 mots juste à dire, qu'est-ce que tu dirais? Oh, je pense que l'information, c'est la clé. Pour moi, l'information, c'est la clé. J'ai eu une opportunité vraiment grâce à l'information et le contact. Grâce à un contact, un courtier immobilier qui m'appelait. Ça faisait un bout de temps qu'on avait échangé, on avait déjà travaillé sur 2 ou 3 clients ensemble. Et un jour, il m'appelle pour dire, il avait une opportunité. Il m'appelle, il dit, Christelle, est-ce que tu as un client qui a le bon profil pour ce genre d'opportunité? Et là, soit j'étais en rencontre, oui, j'étais en rencontre où je travaillais. Je lui ai dit, ah, regarde, je vais te rappeler plus tard. Il me dit, bon, quand tu vas me rappeler, s'il en reste encore, parce qu'il y avait plusieurs biens et ça partait très vite. Il me C'est dit, ça. s'il en reste encore, ok, peut-être que je vais le donner à ton client. Et là, j'ai dit, ok, attends, viens d'abord. Tu sais, ce sentiment de, comment dire, quand tu sais que quelque chose peut t'échapper, alors tu réagis vite. C'est ça, absolument. On s'est dit, Non. exact. Et là, je lui dis, non, ok, je viens d'abord dire ce que je fais. Viens me parler de ça. Et là, il me dit, voilà, c'est comme ci, comme ça, comme ça. Voilà les avantages. Et mon mindset avait déjà changé. Tout de suite, j'ai vu l'opportunité. C'est ça. Je ne suis plus restée sur, c'est quoi le piège, pourquoi c'est si haut. Tout de suite, j'ai dit, tu sais quoi, Ça allait trop je facile. n'ai pas de client, mais moi-même, je vais prendre cette opportunité. C'est ça. Je vais le prendre pour moi d'abord. Et il me dit, regarde, Christelle, si tu veux la saisir, tu m'envoies un courrier tout de suite, tu confirmes que tu réserves. Même pas 5 minutes après, je lui avais envoyé le courrier. Et après, j'ai enchaîné les suivis jusqu'à ce que c'est en train de se concrétiser. Donc, il y a aussi la préparation qui rencontre l'opportunité. C'est ça qui crée le succès. C'est ça. Il y a une expression comme ça. Il faut être préparé. Moi, à ce moment-là, si je n'avais pas les fonds, je n'aurais jamais pu saisir. C'est parce que j'étais préparée pour ce genre d'opportunité que j'ai pu la saisir sur le champ et me mettre sur la liste et la saisir. Donc, il y a tellement de choses avec lesquelles je pourrais terminer vraiment, ayez la connaissance. Moi aussi, c'est pour cette opportunité, c'est en sachant analyser rapidement l'opportunité que j'ai pu la saisir. En 2 minutes au téléphone, il m'a donné quels étaient les revenus de l'immeuble, quelle était la valeur économique, quelle était la mise de fonds, quel était le TGA. Tout de suite, j'ai dit, mets mon nom dessus. C'est ça. En 5 minutes, une opportunité de plusieurs millions. Je l'ai saisi comme ça. Donc, la connaissance va vous permettre d'analyser rapidement les opportunités et d'éliminer les opportunités qui vont vous faire perdre le temps. Parce que j'en ai aussi eu beaucoup de choses qui m'ont fait perdre le temps. La connaissance des personnes, les bons contacts, le bon réseau. Le bon réseau, si je ne le connaissais pas, je n'aurais pas pu saisir. Si je ne connaissais pas ma mentor, je n'aurais pas pu développer un certain mindset. Et la préparation. Soyez prêts. D'où l'importance d'avoir toujours sa lettre de préqualification à côté.
on a dit, même si tu vas acheter dans 2 ans, 3 ans, sache au moins quelle est ta capacité d'emprunt aujourd'hui et sache qu'est-ce que ça te prend pour acheter plus tard. Appelle un courtier hypothécaire. Ben, appelez-moi, qu'est-ce et on fait l'analyse. Au moins, on a compris pourquoi on appelle un courtier hypothécaire. Après, c'est pas n'importe qui qu'on va appeler, tu sais. Exactement. Tu dois savoir si jamais ton voisin dit, je vends un immeuble. J'ai un client comme ça, il me racontait comment il pleurait. Il disait, Christelle, j'aurais dû saisir cette opportunité. C'est parce que je ne te connaissais pas. Mon propriétaire voulait vendre sa bâtisse. Il m'a dit, je vais t'aider à vendre la bâtisse. Je vais te financer la mise de fonds. Donc, mon client n'allait même pas mettre la mise de fonds. Il allait avoir une balance de prix de vente à 100% de balance de prix de vente. C'est une bâtisse commerciale. C'est ça. Mais il dit, moi, j'ai vu ça, c'était trop gros. Je ne savais même pas comment faire. J'avais l'impression qu'il voulait me flouer, alors j'ai laissé tomber. Mais c'est après m'avoir connu quand ça se fait, tu aurais. Mais il me connaissait par hasard. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est ça. Juste être prêt. C'est bien. Voilà, donc c'est sur ces mots qu'on va mettre fin ici à notre entrevue. Merci à Christelle. Avec lui. Pour tous, c'est topant pour vous aussi. Hein. Vous allez comprendre que c'est possible pour vous. Christelle est disponible. On mettra ces plateformes et surtout, n'hésitez pas, appelez, prenez rendez-vous, faites-vous conseiller, faites-vous orienter pour vous aussi aller saisir vos opportunités demain. Comme Christelle, vous pourrez dire, je parle à 1 million et je me considère comme ce qui est accessible d'ailleurs. Absolument. Voilà, merci beaucoup Christelle et puis ça fait vraiment un plaisir. Avec plaisir. Voilà. Merci à toi. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir.